Des villes fantômes, des milliers d'enfants malades, une terre brûlée, condamnée pour des siècles, un nuage radioactif qui a traversé l'Europe entière. Tout ça a commencé en une fraction de seconde. Il est 1h23 47 secondes exactement. Au cœur de la nuit, Tchernobyl a explosé. Un souffle de feu, d'acier et de poussière radioactive a éventré le ciel. Ce n'était pas une panne, non, pas du tout. Ce n'était pas un accident banal, non, pas du tout. C'était la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Et tout a démarré ici, dans une salle de contrôle. Quelques hommes, un simple test de routine. Puis, le dragon s'est réveillé et le monde entier, lui, n'a jamais respiré de la même façon. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, il faut remonter dans le temps. Nous sommes en 1986, en pleine guerre froide. L'Union soviétique est un empire à bout de souffle qui se bat pour prouver sa puissance technologique. La centrale de Tchernobyl, près de la nouvelle ville de Pripyat, était une vitrine de ce progrès. Le réacteur, un RBMK-1000, était une fierté soviétique. Ils utilisaient du graphite pour ralentir les neutrons et de l'eau pour les refroidir. Sauf que ce choix technologique avait un défaut majeur. Si la puissance augmentait et que l'eau se transformait en vapeur, le réacteur devenait encore plus puissant. C'est ce qu'on appelle un coefficient de vide positif, une faille que les Occidentaux avaient jugée trop dangereuse pour être exploitée. En URSS, par contre, on a préféré l'efficacité et la rapidité de la sécurité. Le 26 avril 1986, il est 1h du matin. L'équipe de nuit, épuisée, se prépare pour un texte de sécurité et de routine. Repoussé depuis plusieurs jours, l'ingénieur en chef Anatoly Dyatlov est un homme rigide et tyrannique, obsédé par les délais. Sous sa pression, la puissance du réacteur est abaissée trop rapidement. Le réacteur devient instable. 1h23 40 secondes. Les alarmes hurlent. L'ingénieur Akimov voit la puissance exploser sur ses écrans. Mais Dyatlov refuse d'abandonner le test. En désespoir de cause, Akimov appuie sur le fameux bouton d'arrêt d'urgence, le AZ5. C'était censé être le sauveur. Mais en raison d'une faille de conception, l'enfoncement des barres de contrôle provoque un pic de puissance d'une augmentation brutale et exponentielle. À 1h23 49 secondes, un premier bruit s'ouvre, un tremblement, puis une seconde explosion, plus puissante. Le cœur du réacteur se pulvérise. Des tonnes de débris radioactifs du graphite, de l'uranium sont projetés dans l'air. Le toit en béton de près de 1200 tonnes est soulevé. Le premier témoin raconte le chaos. Des pompiers, comme le jeune Pavel, appelés pour un simple incendie de toiture, qui se précipitent sans équipement de protection. L'épouse d'un pompier, Ignatenko, raconte l'horreur de cette période, l'ozone, la peur qui rougit, puis le silence. Le déni est total. Les autorités locales et les pompiers ne sont pas informés de l'ampleur de la catastrophe. Le lendemain matin, un soleil trompeur se lève sur Pripyat. Des enfants jouent dans la rue. Des habitants vaquent à leur occupation. Ils ne savent pas que l'air qu'ils respirent est chargé de particules mortelles. Certains parlent d'une pluie noire, de paillettes qui tombent du ciel. Ne se doutant pas qu'il s'agit de poussière de graphite radioactive. Les hôpitaux de la région et de Moscou sont rapidement saturés. Les pompiers et les opérateurs arrivent avec des brûlures inexpliquées. Les médecins ne comprennent pas. Ils ne voient pas leur radiation, mais ils voient leurs victimes mourir, leur peau se décollant, leur corps se décomposant. L'ordre d'évacuation de Pripyat ne sera donné que 36 heures plus tard, le 27 avril. On dit aux habitants qu'ils partent pour 3 jours. En réalité, ils ne reviendront plus jamais. Les bus emportent 49 000 âmes, laissant derrière eux une ville figée dans le temps.
un tombeau. La version officielle soviétique a accusé les opérateurs de la centrale, désignant des boucs émissaires pour cacher la vérité. Dyatlov et d'autres sont jugés et emprisonnés. Mais l'enquête menée par le scientifique Valery Legasov a révélé la vérité. Le réacteur était fondamentalement défectueux. Le KGB et les autorités savaient cela. Ils avaient des rapports sur des incidents mineurs, sur des réacteurs similaires, mais ils les ont cachés. Le mensonge était plus important que la vie des gens. Legasov, lui, a eu le courage de révéler la vérité. Il s'est suicidé 2 ans plus tard, laissant derrière lui des enregistrements qui condamnaient le système soviétique et les mensonges qui ont coûté tant de vies. Aujourd'hui, Tchernobyl est un lieu étrange, une zone d'exclusion, où la nature a repris ses droits. Les loups, les sangliers et les élans vivent dans un environnement qui nous est hostile. C'est un mémorial à ciel ouvert, un rappel de l'impact durable de la catastrophe. Sur le plan humain, l'héritage est tout aussi lourd. Des milliers de cas de cancer et de thyroïde chez les enfants, des maladies chroniques chez les liquidateurs qui ont sacrifié leur corps pour maîtriser l'incendie. Beaucoup d'entre eux sont morts, oubliés, leurs maladies non reconnues par l'État. La catastrophe de Tchernobyl n'est pas seulement l'histoire d'un incident ou d'un accident technologique. Non, c'est l'histoire d'un cœur de graphite qui a explosé, emportant avec lui des vies, des secrets et des illusions. C'est un mémorial de l'héroïsme et de ceux qui ont lutté et à l'arrogance d'un système qui a choisi de mentir. Aujourd'hui, le silence règne à Pripyat, mais ce n'est pas un silence de mort, c'est un silence qui nous crée une leçon que l'orgueil et le déni peuvent être plus radioactifs que l'uranium lui-même. Pensez au ciel de Tchernobyl, à cette nuit d'avril, oui, pensez-y, où le soleil n'est jamais revenu pour certains. Et ne l'oubliez jamais. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Portez-vous bien, faites le plein de savoir, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.